L'air de Valladolid, en cette première année du XVIIe siècle, portait déjà le poids de l'encens et la promesse d'une grandeur impériale. C'était un souffle lourd et doux, mêlé aux effluves des jardins du palais, où le jasmin luttait avec la poussière des chemins. Dans les murs épais du palais royal, une vie commençait, celle d'une petite archiduchesse qui allait un jour porter le destin de 2 royaumes sur ses épaules délicates. Anne de Habsbourg, née un jour d'automne de l'an 1601, vint au monde dans un écrin d'or et de velours, sous le regard vigilant de sa mère, Marguerite d'Autriche, et l'ombre distante de son père, Philippe III, roi d'Espagne et du Portugal. Dès ses premiers jours, la vie d'Anne fut tissée de protocoles et de rituels. Les tapisseries flamandes absorbaient les bruits de la cour, ne laissant filtrer que des murmures étouffés, des tintements de bijoux, le froissement soyeux des robes. Les fenêtres, toujours un peu trop hautes, encadraient des ciels d'un bleu profond, souvent balayés par un vent sec qui portait les cloches des églises. Anne grandit au milieu d'une dévotion catholique fervente, presque palpable. Les images saintes aux yeux de verre la suivaient du regard, les crucifix d'ivoire pendaient partout, et les prières en latin résonnaient dans les vastes chapelles. Elle apprit la révérence avant même de savoir marcher, le signe de croix avant de dessiner des lettres. Son enfance fut une succession d'heures passées dans des salons dorés, à observer les dames d'honneur broder des motifs complexes, à écouter les leçons de ses précepteurs sur la généalogie des Habsbourg, cette lignée dont le sang coulait dans ses veines, promesse de puissance et de fardeau. Elle était une enfant curieuse, aux grands yeux sombres et vifs, qui scrutait le monde avec une intensité étonnante pour son jeune âge. Chaque objet, chaque geste avait une signification, chaque mot prononcé était mesuré. Elle était consciente, sans vraiment le comprendre, de l'importance de son nom, de son rang. Elle était une infante d'Espagne, et cela seul suffisait à la distinguer, à la protéger, mais aussi à l'isoler. Les jeux d'enfants étaient rares et encadrés. Elle aimait à se faufiler dans les jardins labyrinthiques, où l'ombre des cyprès offrait un répit à la chaleur espagnole, et où les fontaines chantaient des mélodies secrètes. Là, elle pouvait pour un instant échapper aux regards, aux attentes, aux leçons de maintien et aux robes raides. Elle imaginait des mondes au-delà des murs du palais, des vies sans la pesanteur de la couronne. Mais ces moments étaient fugaces. Toujours, la main douce mais ferme du Naya la ramenait à la réalité, à ses devoirs, à sa destinée royale. Elle sentait en elle une insouciance enfantine qui luttait contre la rigidité de son éducation, une soif de liberté bridée par les chaînes invisibles de son héritage. L'or et l'encens, symbole de sa maison, commençaient déjà à lui sembler plus lourds que précieux. Bien des années plus tard, en cette aube de l'an 1614, le destin frappa à la porte du palais, non pas avec la douceur des fontaines, mais avec le fracas lointain des tractations diplomatiques. Anne, désormais une jeune femme de 13 ans, fut confrontée à la réalité implacable de son statut. Les murs du palais de Madrid, où la cour s'était installée, résonnaient des rumeurs d'un double mariage historique. Elle, Anne, infante d'Espagne, épouserait Louis XIII, le jeune roi de France, et sa sœur, Élisabeth de France, deviendrait la femme de son frère bien-aimé, Philippe IV. Le mot « mariage » résonnait dans son esprit comme un gong lointain, porteur à la fois d'excitation et d'une profonde appréhension. Elle se voyait comme une pièce maîtresse sur l'échiquier complexe des puissances européennes, une pion sacrifiée pour la paix ou du moins, une trêve fragile entre les 2 grandes maisons rivales, les Habsbourg et les Bourbons. Les étoffes les plus fines furent commandées, les meilleurs artisans s'activèrent pour confectionner sa robe de mariée, un chef-d'œuvre de broderie d'or et d'argent, incrusté de perles qui scintillaient comme des larmes gelées. Le faste des préparatifs était éblouissant, une célébration de la richesse de l'Espagne, mais pour Anne, chaque couture, chaque perle ajoutée à sa parure semblait alourdir le poids de son sacrifice. Les adieux furent déchirants. Elle se souvient encore des derniers jours passés auprès de sa mère, Marguerite d'Autriche, dont le visage portait la même mélancolie voilée que le sien. Sa mère, elle aussi, avait quitté sa patrie pour un mariage dynastique, et ses yeux savaient la solitude qui attendait sa fille. Les étreintes étaient longues, silencieuses, lourdes de tout ce qui restait indicible. Le plus dur fut de dire adieu à son jeune frère, Philippe, son confident, son compagnon de jeu, celui avec qui elle partageait un lien de sang et une langue. Ses petites mains s'accrochaient à sa robe, ses yeux imploraient de ne pas la quitter. Anne sentait une pointe de nostalgie avant même le départ, une blessure ouverte à l'idée de laisser derrière elle le soleil, la langue, les coutumes, et surtout, les visages familiers. Elle était une princesse, destinée à unir des nations, mais elle n'était aussi qu'une jeune fille arrachée à sa famille, jetée dans l'inconnu. Le sentiment d'un devoir familial écrasant la submergeait, la transformant en un symbole plus qu'en une personne. Le voyage fut une procession royale, un événement spectaculaire qui traversa les Pyrénées pour sceller l'alliance. Mais sous le faste des rencontres officielles et des échanges de princesses, Anne se sentait de plus en plus étrangère. En cette année 1615, son arrivée en France fut une découverte brutale. La cour de Bordeaux, où elle rencontra Louis XIII pour la première fois, était différente de tout ce qu'elle avait connu. Moins rigide peut-être que Madrid, mais plus bruyante, plus agitée, et surtout, plus froide à son égard. Louis XIII, son époux, n'avait que 14 ans, un an de plus qu'elle. C'était un jeune homme mince, au regard sombre et réservé, qui semblait déjà porter le poids du monde sur ses épaules. Leur première rencontre fut empreinte d'une gêne mutuelle. Ses yeux, habituellement si vifs, se posèrent sur lui, cherchant une connexion, une étincelle, mais ne trouvèrent qu'une distance polie. Le mariage fut célébré en grande pompe, mais le cœur d'Anne restait vide. La cérémonie fut un tourbillon de soie, de musique et de prières, mais elle se sentit seule au milieu de la foule. La langue française, qu'elle maîtrisait mal, ajoutait à son sentiment d'isolement.
Les courtisans la regardaient avec curiosité, parfois avec méfiance, la considérant comme une étrangère, une Habsbourg, une ennemie potentielle. Ses premières années en France furent marquées par une difficulté d'intégration profonde. Elle était la reine, mais elle n'était pas chez elle. Les tensions avec sa belle-mère, Marie de Médicis, ancienne régente et femme de caractère, ne firent qu'aggraver son mal-être. Marie, habituée à régner en maîtresse absolue, voyait d'un mauvais œil l'influence potentielle d'une reine espagnole. Les querelles pour la préséance, les désaccords sur l'étiquette, les soupçons sur ses allégeances, tout contribuait à forger un climat de froideur protocolaire. Anne se sentait jugée, constamment sous l'œil critique de la cour et de sa belle-mère. Sa solitude devint profonde, une compagne constante dans les vastes couloirs du Louvre. Elle aspirait à une connexion, à une acceptation, mais ne trouvait que des murs invisibles. La frustration montait en elle, une vague silencieuse qui menaçait de la submerger. 10 années passèrent, et l'isolement d'Anne ne fit que s'accentuer. En 1624, l'ascension du cardinal de Richelieu au poste de principal ministre vint bouleverser l'équilibre fragile de la cour. Richelieu, homme d'État aux ambitions démesurées, architecte de l'absolutisme français, était un farouche ennemi des Habsbourg. Sa politique, résolument anti-espagnole, plaça Anne dans une position intenable. Chaque décision du cardinal semblait la pousser un peu plus loin dans la méfiance, la désignant comme une étrangère, une espionne potentielle. La cour, déjà un lieu d'intrigue, devint un véritable nid de vipères sous l'œil vigilant et impitoyable de Richelieu. C'est dans cette atmosphère de suspicion croissante que survint l'épisode du duc de Buckingham. Georges Villiers, premier duc de Buckingham, favori des rois anglais Jacques Ier et Charles Ier, arriva en France pour négocier un mariage royal entre le prince de Galles et Henriette de France, sœur de Louis XIII. Buckingham était un homme d'une beauté éclatante, d'un charme irrésistible, et d'une audace qui ignorait les conventions. Il fut envoyé pour escorter Anne à Amiens, où la cour se rendait. Pour Anne, lassée de la froideur de son mari et de l'étiquette étouffante, la présence de Buckingham fut une bouffée d'air frais, une distraction bienvenue. À Amiens, lors d'une promenade dans les jardins, Buckingham, dans un geste d'une audace inouïe, tenta de la séduire ouvertement. Ses mots étaient doux, ses regards intenses, sa galanterie débordante. Anne, prise au dépourvu, mais secrètement flattée par cette attention passionnée, ne sut comment réagir. Elle, qui n'avait jamais connu l'amour, ni même la tendresse de son époux, fut un instant tentée de se laisser emporter par ce tourbillon de passion interdite. Le flirt fut bref, peut-être innocent dans son intention pour Anne, mais il fut observé, rapporté, déformé. Le scandale éclata. Richelieu, toujours à l'affût, saisit cette occasion pour renforcer la méfiance du roi envers sa femme. Louis XIII, déjà distant et ombrageux, fut profondément blessé dans son orgueil. Pour lui, c'était une preuve supplémentaire de l'inconstance et de la déloyauté de son épouse espagnole. La rumeur courut que Buckingham était tombé amoureux d'Anne et qu'il avait osé la courtiser. La reine fut soumise à une réprimande sévère, son honneur fut mis en doute. Elle sentit la peur la saisir, une colère contenue bouillonnant en elle face à l'injustice de ses accusations. Elle était la victime d'une cour qui ne cherchait qu'à la discréditer. Cette épreuve renforça sa rébellion silencieuse, son attachement à ses amis devenant la seule échappatoire à cette prison dorée. L'année 1625 fut celle de la surveillance accrue. Anne d'Autriche, désormais sous le microscope de Richelieu et de Louis XIII, se retrancha dans un cercle restreint d'amis et de confidents. Dans cette cour où la confiance était une denrée rare, où les murs avaient des oreilles, elle cherchait un réconfort, un écho à sa solitude. Parmi elles, Madame de Chevreuse, Marie de Rohan-Montbazon, devint son amie intime et sa plus fidèle confidente. Madame de Chevreuse, femme d'esprit, d'une beauté éclatante et d'une audace sans limite, était elle-même une figure centrale des intrigues de cour, une opposante farouche à Richelieu. Leur amitié, faite de rires partagés et de chuchotements complices, était un baume pour l'âme blessée d'Anne. C'est avec Madame de Chevreuse et d'autres fidèles, comme le comte de la Porte, son premier valet de chambre, qu'Anne commença à entretenir des liens secrets, des correspondances voilées, une manière de maintenir un fil ténu avec ses racines espagnoles et avec l'opposition au cardinal. Le désespoir la poussait à l'imprudence. Elle se sentait piégée, étouffée par la cour de France, et ses petits actes de rébellion, ses échanges de lettres, ses confidences à voix basse, étaient les seuls moyens de respirer, de se sentir exister en dehors du rôle qu'on lui imposait. Les complots de cour, comme l'affaire de Chalais, commençaient à prendre forme autour d'elle. Gaston d'Orléans, le frère cadet du roi, toujours enclin à la conspiration, était au cœur de ces machinations. Anne, par naïveté ou par désespoir, se retrouvait mêlée à ces intrigues, non pas toujours comme une actrice principale, mais comme une confidente, une oreille attentive, une source potentielle d'informations. Elle écoutait les murmures des conspirateurs, les plaintes contre Richelieu, les espoirs de sa chute. Chaque chuchotement était un pari, chaque secret partageait un risque. L'atmosphère de conspiration feutrée était omniprésente. Les bougies vacillaient dans les appartements de la reine, projetant des ombres dansantes qui semblaient dissimuler des espions. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, et Anne le savait, mais la nécessité de briser son isolement était plus forte que la peur. Elle était une reine sans pouvoir, une étrangère dans son propre royaume, et elle commençait à comprendre que pour survivre, elle devrait apprendre à jouer le jeu de l'ombre. L'année 1625 s'était refermée sur un sentiment de menace rampante. Anne d'Autriche, cernée par les soupçons, avait cherché refuge dans les bras de l'amitié, un luxe que la cour de France, sous l'œil acéré de Richelieu, ne tolérait guère. L'affaire du duc de Buckingham avait été une étincelle, allumant un feu sous les cendres de la méfiance royale.
Mais le véritable brasier allait s'embraser en cette année 1626, une année qui graverait dans le cœur de la reine l'amertume de l'impuissance et la froideur du pouvoir absolu. Le cardinal de Richelieu, dont l'ascension était désormais incontestée, ne laissait rien au hasard. Les rumeurs de complot, les murmures d'opposition, tout était traqué avec une efficacité glaçante. Le comte de Chalais, un jeune homme imprudent et ambitieux, avait osé se mêler aux intrigues de Gaston d'Orléans et de Madame de Chevreuse, espérant la chute du cardinal. Son sort fut une leçon brutale pour toute la cour. Anne se souvenait encore du frisson qui avait parcouru les salons du Louvre lorsque la nouvelle de son arrestation, puis de sa condamnation, s'était répandue. Ce n'était plus une simple disgrâce, un exil feutré. C'était la guillotine qui attendait Chalais, un instrument d'une cruauté nouvelle, conçu pour faire taire à jamais toute velléité de rébellion. Dans ses appartements, Anne ressentait une angoisse sourde. Les murs, épais de pierre et tendus de tapisserie, ne parvenaient pas à étouffer le sentiment d'une terreur froide qui s'infiltrait partout. Elle imaginait Chalais, jeune et plein de vie, face à son destin inéluctable. La scène de son exécution, bien que lointaine et invisible pour elle, se peignait dans son esprit avec des couleurs sombres, le roulement des tambours, la foule silencieuse, le claquement sec de la lame. C'était un avertissement clair, brutal, pour quiconque oserait défier le cardinal. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, un silence pesant qui témoignait du pouvoir absolu de Richelieu, désormais maître incontesté des vies et des morts. Mais le coup le plus dur pour Anne fut la séparation d'avec Madame de Chevreuse. Marie de Rohan, son amie la plus chère, celle avec qui elle partageait les rires et les secrets, fut contrainte à l'exil. Anne se rappelait la dernière rencontre, furtive, dans un coin reculé des jardins du palais. Le soleil d'automne filtrait à travers les feuilles jaunissantes, jetant des ombres longues et dansantes sur les allées de gravier. Les mains d'Anne s'étaient serrées autour de celles de Marie, sentant la chaleur de leur amitié s'échapper. Les yeux de Chevreuse, d'habitude si vifs et espiègles, étaient remplis d'une tristesse résignée, mais aussi d'une étincelle de défi qui n'allait jamais s'éteindre. « Ne m'oubliez pas, Majesté », avait murmuré Marie, sa voix à peine audible, craignant les oreilles indiscrètes. Et ne cédait pas. Anne avait hoché la tête, incapable de parler, la gorge serrée par l'émotion. Le départ de Madame de Chevreuse fut comme l'arrachement d'une partie d'elle-même. Elle la regarda monter dans la lourde berline qui l'emporterait loin, vers des terres étrangères, sa silhouette s'estompant dans la brume matinale. La porte de la voiture se referma avec un bruit sourd, un écho funèbre qui résonna dans le cœur d'Anne. Elle était désormais seule, plus isolée que jamais, privée de ses plus proches confidentes. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Louis XIII, sous l'influence implacable de Richelieu, la convoqua dans son cabinet. L'air y était lourd, imprégné de l'odeur du parchemin et de l'encre. Le roi, le visage fermé, l'accueillit avec une froideur qui glaça Anne jusqu'au haut. Richelieu se tenait à ses côtés, une ombre imposante, son regard perçant ne laissant transparaître aucune émotion. Anne fut réprimandée, ses prétendues trahisons étalées devant elle comme des preuves irréfutables. On lui reprocha sa légèreté, son imprudence, son attachement à ses amis suspects, son sang espagnol. Elle dut subir l'interrogatoire, répondre aux questions insidieuses, se défendre contre des accusations qu'elle jugeait injustes. Son honneur fut bafoué, sa dignité piétinée. Louis XIII lui intima l'ordre de se séparer de tout ce qui la liait à son passé espagnol, de cesser toute correspondance sans son autorisation expresse, de se plier aux volontés du cardinal. Anne, forcée à la soumission, sentit une amertume grandissante monter en elle. Ses lèvres prononcèrent les mots de repentance et d'obéissance, mais son cœur hurlait de rage impuissante. Cette épreuve, loin de la briser, renforça sa détermination silencieuse à ne pas céder complètement, à préserver une part d'elle-même, inatteignable par ses geôliers. Le silence qui suivit cette confrontation fut celui de la défaite, mais aussi celui d'une promesse secrète de vengeance. 2 années s'écoulèrent, lourdes des échos lointains de la guerre. En cette année 1628, le conflit, que l'on nommerait plus tard la guerre de 30 ans, s'intensifiait, et la France s'engageait de plus en plus ouvertement contre la maison de Habsbourg, celle-là même dont Anne était issue. Chaque nouvelle de bataille, chaque victoire ou défaite, résonnait dans les couloirs du Louvre, alimentant les conversations fiévreuses des courtisans. Des cartes étaient étalées sur les tables, des stratégies débattues avec passion, et le nom de l'Espagne, jadis sa patrie, était prononcé avec une haine grandissante. Pour Anne, cette escalade était une torture quotidienne. En tant qu'Espagnole, son sang et son origine étaient devenus des stigmates. Elle était perçue comme une menace potentielle, une ennemie tapie au cœur même du royaume. Sa loyauté était constamment remise en question, ses moindres gestes interprétés, ses silences suspectés. Les regards des courtisans, autrefois curieux, étaient désormais chargés de méfiance, parfois même d'hostilité ouverte. Elle sentait le poids de ses regards, le murmure des conversations qui s'interrompaient brusquement à son approche. L'atmosphère de la cour était devenue irrespirable, imprégnée d'une suspicion généralisée. Les alliances se défaisaient, les amitiés se brisaient sous la pression. Anne vivait dans une angoisse constante, tiraillée entre son devoir de reine de France et ses origines, son attachement à sa famille lointaine. Chaque victoire française contre l'Espagne était une blessure pour elle, chaque défaite espagnole une douleur personnelle. Elle se sentait divisée, son âme déchirée entre 2 mondes. À cela s'ajoutaient les tensions croissantes entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis. La reine-mère, toujours animée par une ambition tenace et une haine farouche pour Richelieu, s'opposait de plus en plus ouvertement au cardinal, cherchant à regagner son influence sur le roi. Leur querelle éclatait au grand jour, transformant la cour en un champ de bataille domestique.
Ces conflits, bien que douloureux pour la famille royale, ajoutaient une couche d'instabilité bienvenue pour Anne. Ils détournaient l'attention de Richelieu, lui offrant de rares moments de répit dans la surveillance constante dont elle était l'objet. Elle observait ce drame familial avec un désarroi teinté d'un espoir secret. Et si la chute de Marie de Médicis entraînait celle de Richelieu? Ce n'était qu'une lueur, un vœu pieux dans la tempête, mais une lueur tout de même. Le désarroi d'Anne était profond. Elle se sentait comme un navire ballotté par des vagues contradictoires, incapable de trouver un port. La guerre, la suspicion, les intrigues, tout contribuait à l'isoler davantage, la poussant à se replier sur elle-même. Mais au fond de son cœur, une étincelle de détermination brûlait toujours. Elle était une Habsbourg, une reine, et elle ne se laisserait pas briser. L'année 1630 fut celle de la « Journée des dupes », un événement qui allait sceller le destin de Richelieu et anéantir les derniers espoirs d'Anne. La tension entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis, avait atteint son paroxysme. La reine-mère, forte du soutien de nombreux courtisans et de Gaston d'Orléans, avait lancé un ultimatum au roi, lui ou Richelieu. Pendant plusieurs jours, la cour fut un tourbillon de rumeurs, d'allées et venues fiévreuses entre le palais du Luxembourg, où résidait Marie de Médicis, et celui du Louvre. Anne, attentive à chaque murmure, à chaque changement d'expression sur les visages, avait secrètement nourri l'espoir que le roi, partagé entre l'amour filial et la raison d'État, finirait par céder aux pressions et disgracierait son tout-puissant ministre. Elle se souvient de l'atmosphère électrique de ces journées, des couloirs qui résonnaient de chuchotements, des portes qui s'ouvraient et se fermaient avec précipitation. Elle avait prié, non pas tant pour Marie de Médicis, dont elle se sentait peu proche, mais pour la chute de l'homme qui l'opprimait depuis tant d'années. Elle avait imaginé Richelieu exilé, son pouvoir brisé, et la cour retrouvant une forme de paix, de liberté. Mais l'aube du 11 novembre 1630 apporta une nouvelle glaciale qui brisa ses illusions. Louis XIII, après une nuit de tourments et de délibérations secrètes, avait finalement choisi Richelieu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, non pas par des cris, mais par un silence stupéfait. Les courtisans qui avaient misé sur la reine-mère se retrouvèrent terrifiés, leur visage pâle trahissant la peur d'une vengeance imminente. La « Journée des dupes » fut un coup d'état politique silencieux, une démonstration éclatante du pouvoir du cardinal. Marie de Médicis fut contrainte à l'exil, son influence anéantie. Anne, témoin de cette défaite cinglante, ressentit une désillusion amère. L'espoir, cette petite flamme qu'elle avait entretenue en secret, s'éteignit brutalement. Elle se sentit trahie par le destin, par la faiblesse de Louis XIII, par la froide détermination de Richelieu. L'atmosphère qui suivit fut celle d'un triomphe sans partage pour le cardinal. Ses ennemis étaient dispersés, ses opposants réduits au silence. Anne, plus que jamais marginalisée, comprit que toute résistance ouverte était désormais futile. Une résignation teintée de défiance s'installa en elle. Elle réalisa que pour survivre, pour un jour retrouver une forme de pouvoir, elle devrait agir dans l'ombre, en secret, dissimulant ses pensées les plus profondes et ses véritables intentions. Le jeu des apparences deviendrait sa seule armure. Elle avait appris que la cour était une jungle, et Richelieu, le prédateur le plus redoutable. Elle devrait devenir plus rusée, plus patiente, plus dissimulatrice. Malgré la chape de plomb imposée par Richelieu, le besoin d'Anne de maintenir des liens avec le monde extérieur, avec sa famille espagnole, ne s'éteignait pas. En cette année 1632, 2 ans après la Journée des dupes, la surveillance autour d'elle était plus intense que jamais, mais Anne avait appris à naviguer dans les eaux troubles de l'intrigue. Elle avait développé une audace mesurée, une capacité à exploiter les moindres failles du système de surveillance du cardinal. Ses contacts discrets passaient souvent par des intermédiaires peu fiables, des âmes courageuses mais parfois imprudentes, des courtiers désargentés ou des dames d'honneur lassées par la tyrannie du cardinal. Les messages étaient codés, les lettres dissimulées dans les doublures des vêtements, sous les coussins des carrosses, parfois même dans les paniers de linge sale. Chaque échange était un risque, chaque mot écrit une épée de Damoclès. Anne ressentait un danger permanent, mais le besoin de maintenir ses liens, de sentir qu'elle n'était pas entièrement coupée de son monde, était plus fort que la peur. C'est aussi à cette époque que Gaston d'Orléans, le frère cadet du roi, continua de jouer un rôle trouble. Toujours aussi inconstant, toujours aussi prompt au complot, il était une source constante de troubles pour Richelieu et Louis XIII. Gaston, avec ses ambitions malheureuses et sa faiblesse de caractère, s'impliquait sans cesse dans des machinations anti-Richelieu, anti-Louis XIII, offrant à Anne, malgré elle, de nouvelles opportunités de s'impliquer ou, du moins, d'être soupçonnée. Anne le rencontrait parfois, lors des rares occasions où la cour se rassemblait. Leurs échanges étaient subtils, faits de regards entendus, de phrases à double sens. Gaston, toujours à la recherche de soutien, voyait en Anne une alliée potentielle, une reine bafouée qui partageait ses griefs contre le cardinal. Anne, de son côté, était consciente de l'imprudence de Gaston, de sa tendance à l'échec. Mais il représentait un canal, une source d'information, un espoir ténu de renverser un jour la situation. L'atmosphère de la cour était faite de rumeurs persistantes, de complots avortés qui laissaient derrière eux un sillage de sang et de disgrâce. Le jeu du chat et de la souris avec les espions du cardinal continuait sans relâche. Anne se souvenait d'une fois où un de ses messages, dissimulé dans un livre de prière, avait failli être découvert. La main d'un garde avait frôlé le volume, son regard suspicieux s'attardant un instant. Anne avait dû retenir son souffle, le cœur battant à tout rompre, le visage impassible. Le garde était passé, ignorant la bombe à retardement qu'il avait failli découvrir. Ces moments de terreur silencieuse étaient devenus le lot quotidien de la reine.
Elle était devenue une maîtresse de la dissimulation, une experte des sourires forcés et des silences éloquents. Son esprit était constamment en alerte, analysant chaque mot, chaque geste autour d'elle. Elle avait compris que dans cette cour, la survie dépendait de la capacité à se cacher, à attendre son heure, à maintenir des liens invisibles qui un jour pourraient se transformer en une toile de résistance. L'espoir, bien que ténu, était une flamme vacillante qu'elle protégeait farouchement. Puis vint l'année 1635, une année qui allait plonger l'Europe dans une guerre totale et placer Anne d'Autriche au cœur d'une tempête inévitable. La France, sous l'impulsion résolue de Richelieu, déclara officiellement la guerre à l'Espagne. Ce fut un coup de tonnerre qui résonna dans toutes les capitales, mais pour Anne, ce fut un déchirement intime, une blessure profonde. Le pays qu'il avait adopté entrait en conflit ouvert avec le pays qu'il avait vu naître, avec sa famille, avec son frère Philippe IV, le roi d'Espagne. Le jour de la déclaration de guerre fut marqué par des fanfares militaires, des discours enflammés et un patriotisme exacerbé. Les rues de Paris résonnaient des cris de « Vive le roi !» À bas l'Espagne, Anne, confinée dans ses appartements, entendait le bruit de la foule, le son des trompettes, et sentait la haine monter contre tout ce qui était étranger. Elle était l'incarnation même de cet étranger, Oni. Sa situation devint intenable. Elle était prise entre deux feux, déchirée par un dilemme moral intense. Comment pouvait-elle, reine de France, souhaiter la victoire de son pays d'adoption quand cela signifiait la défaite et la souffrance de son pays natal? Comment pouvait-elle prier pour son frère, Philippe, sans être accusée de haute trahison? La culpabilité la rongeait, un poids constant sur ses épaules. Les courriers et les espions se multiplièrent à la cour. Chaque information sur les mouvements des troupes, les stratégies militaires, était précieuse. La suspicion envers Anne atteignit son paroxysme. Chaque fois qu'elle parlait espagnol avec une de ses rares servantes, les regards se posaient sur elle, lourds de reproches. Elle sentait l'angoisse monter en elle, une profonde détresse face à cette guerre fratricide. C'est dans ce contexte de guerre ouverte que la nécessité de communiquer avec son frère, Philippe IV, devint plus pressante que jamais. Anne était convaincue qu'elle devait agir, non seulement pour protéger ses propres intérêts, mais aussi pour tenter d'apaiser le conflit, de trouver une voie, même infime, pour la paix. Mais comment le faire sans être découverte? Les voies officielles étaient fermées, les ambassadeurs espagnols renvoyés. Il fallait trouver une voie secrète, risquée, mais indispensable. Ses pensées se tournèrent vers les ambassadeurs des pays neutres, ceux qui maintenaient encore des liens avec la France et l'Espagne. C'est ainsi que l'idée du baron de Saint-Marsan, ambassadeur de Savoie en France, prit forme dans son esprit. La Savoie, petit duché alpin, était habile à naviguer entre les grandes puissances, conservant une certaine neutralité. Saint-Marsan était connu pour sa discrétion et son intelligence. Il pourrait être l'intermédiaire qu'elle cherchait. La décision fut lourde de conséquences. Envoyer une lettre à son frère, le roi d'Espagne, en temps de guerre, était un acte de haute trahison. Elle le savait, la peine était la prison, la disgrâce, peut-être même la mort. Mais la détermination d'Anne était désormais forgée dans l'acier. Elle était une reine, une mère potentielle d'héritier même si cet héritier tardait à venir et une Habsbourg. Elle ne pouvait rester inactive tandis que son monde s'effondrait autour d'elle. Dans le silence de ses appartements, un soir d'automne, la lueur d'une bougie vacillant sur son visage, Anne prit la plume. Ses doigts tremblaient légèrement, le parchemin était vierge, attendant les mots qui scelleraient son destin. Elle sentait la texture rugueuse du papier, l'odeur de l'encre fraîchement versée. C'était un acte de rébellion silencieuse, une promesse faite à elle-même et à son sang. Elle allait écrire à Philippe, son frère, le roi d'Espagne, son ennemi. C'était un pas dans l'inconnu, un pari risqué, mais c'était le seul moyen de survivre, de faire entendre sa voix dans le vacarme assourdissant de la guerre. La reine était au cœur de la tempête, mais elle refusait d'être engloutie. Elle allait se battre, avec les armes qui lui restaient, le secret, la ruse et une détermination farouche. L'année 1637 s'épanouissait sur la France, mais pour Anne d'Autriche, ce printemps portait le poids d'une tension nouvelle, d'une décision irrévocable prise dans le silence de ses appartements. L'air, malgré la douceur nouvelle, semblait chargé d'une électricité latente, présageant l'orage. La reine, désormais endurcie par des années d'isolement et de suspicion, avait franchi un cap. La guerre ouverte entre la France et l'Espagne l'avait poussée à l'acte le plus risqué de son existence royale, la correspondance secrète avec son frère, Philippe IV, roi d'Espagne. Dans le secret de ses cabinets au Louvre, sous la faible lueur d'une chandelle dont la flamme tremblait à la moindre brise, Anne rédigeait ses premières missives. Le parchemin, d'une blancheur immaculée, absorbait l'encre avec une soif silencieuse. Ses doigts, fins et élégants, tenaient la plume d'oie avec une détermination nouvelle, mais une légère trémulation trahissait l'ampleur de son audace. Chaque mot était pesé, chaque phrase ciselée pour transmettre à la fois des informations et une supplication voilée. Elle y décrivait l'atmosphère étouffante de la cour de France, les réformes implacables de Richelieu, la méfiance grandissante du roi à son égard. Elle offrait des conseils, des observations stratégiques sur les mouvements et les intentions du cardinal, espérant ainsi aider son frère à anticiper les coups de l'ennemi. Mais surtout, elle y déversait le trop-plein de son âme blessée, ses plaintes amères sur son propre sort, sa solitude, son sentiment d'être une prisonnière dorée. Le comte de la Porte, son premier valet de chambre, était le principal intermédiaire de cette dangereuse entreprise. Son visage, habituellement impassible, portait désormais une ombre d'inquiétude constante. La Porte était un homme d'une loyauté indéfectible, un roc dans le tumulte de la cour, mais il savait le danger immense qu'il courait en servant sa maîtresse dans une telle affaire. Chaque fois qu'il recevait une lettre scellée de la main d'Anne, son cœur se serrait.
Il dissimulait les parchemins dans les doublures de ses vêtements, sous les plis des étoffes, ou parfois même dans le fond d'une boîte à gants, ses gestes empreints d'une précision mécanique, fruit d'une habitude forcée par les années d'intrigue. Le canal choisi pour acheminer ses messages était le baron de Saint-Marsan, l'ambassadeur de Savoie. La Savoie, État neutre dans le conflit franco-espagnol, offrait un semblant de sécurité. Saint-Marsan, un homme à la réputation discrète et au regard perçant, était un maître dans l'art des liaisons secrètes. Les rendez-vous étaient furtifs, organisés dans des lieux neutres, souvent des jardins éloignés du palais, ou des petites églises de quartier dont les confessionnaux offraient une intimité trompeuse. Les conversations étaient codées, les mots choisis avec soin pour ne jamais trahir la véritable nature de leur échange. Pour Anne, ces envois étaient un mélange étrange de soulagement et d'angoisse. Le simple fait de pouvoir exprimer ses pensées, de déverser son cœur sur le papier, apportait une libération temporaire, une brève éclaircie dans le ciel sombre de son existence. C'était un acte de transgression, un défi silencieux lancé à Richelieu, une affirmation de son identité espagnole qu'on cherchait à lui arracher. Mais cette libération était inséparable d'une peur constante, d'une anxiété sourde qui ne la quittait jamais. La découverte de cette correspondance signifierait la fin, non seulement de sa liberté, mais peut-être de sa vie. Chaque message était un pari, chaque rencontre une épreuve pour les nerfs. Elle nourrissait l'espoir secret qu'une aide espagnole, informée de sa situation et des faiblesses françaises, pourrait un jour la délivrer de cette prison dorée. C'était un espoir fragile, mais il était tout ce qu'elle avait. L'été s'installa sur Paris, apportant avec lui une chaleur moite et la rumeur persistante des campagnes militaires. Mais dans les couloirs du pouvoir, un autre type de chasse était en cours. Le cardinal de Richelieu, dont le réseau d'espionnage était d'une efficacité redoutable, n'était pas resté aveugle aux mouvements discrets de la reine. Ses agents, des ombres silencieuses qui se fondaient dans le décor de la cour, avaient commencé à rapporter des observations troublantes. Des rencontres suspectes du comte de la Porte, des visites inopinées de l'ambassadeur de Savoie aux appartements de la reine, des regards échangés, des murmures étouffés. Richelieu, assis à son bureau dans le palais cardinal, le visage impassible sous la lumière des bougies, écoutait les rapports de ses limiers. Chaque bribe d'information était analysée, recoupée, comparée. Il avait toujours soupçonné Anne d'Autriche de maintenir des liens avec l'Espagne, sa patrie. Pour lui, la reine était une épine dans le pied de la politique française, un foyer potentiel de sédition. Les rumeurs concernant sa correspondance secrète avec Philippe IV, d'abord floues, prenaient désormais des contours plus précis. Le cardinal intensifia la surveillance autour d'Anne et de ses proches. Chaque valet, chaque dame d'honneur, chaque cuisinier était potentiellement un œil ou une oreille pour le ministre. Anne sentait cette menace rampante. L'atmosphère autour d'elle devenait plus lourde, plus oppressante. Les sourires des courtisans semblaient figés, les conversations se taisaient brusquement lorsqu'elle passait. Elle avait l'impression que les murs se rapprochaient, que l'air manquait. La paranoïa s'insinuait dans son esprit, une compagne constante. Chaque bruit inattendu, chaque ombre dansante, chaque visage inconnu lui faisait sursauter. Elle était prise dans une toile d'araignée invisible, et elle sentait les fils se resserrer. Le stress intense la rongeait, lui coupant l'appétit, troublant son sommeil. Elle se sentait traquée, un gibier cerné par des chasseurs invisibles. Dans un effort désespéré pour dissimuler les preuves, elle ordonna à la Porte de brûler les brouillons, de cacher les encriers, de faire disparaître tout indice qui pourrait l'incriminer. Elle-même passait des heures à fouiller ses tiroirs, ses coffrets, ses livres, à la recherche du moindre papier compromettant. Ses yeux scrutaient les visages de ses servantes, cherchant un signe de trahison, mais tous semblaient fidèles, ou du moins, d'une discrétion parfaite. Elle savait que le danger était imminent, palpable, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer, poussée par un mélange de défi et de l'espoir fou que son frère finirait par répondre à ses appels. Le mois d'août 1637 fut un mois de chaleur écrasante et de destin scellé. La tension avait atteint son paroxysme. Richelieu, avec la patience d'un chasseur aguerri, avait attendu le moment propice. La catastrophe éclata avec la découverte d'une lettre. Ce n'était pas une lettre d'Anne à son frère, mais une missive du fidèle comte de la Porte, destinée à Madame de Chevreuse, toujours en exil. La lettre fut interceptée sur la route, par un de ces coups de chance qui font basculer les empires, ou plutôt par l'efficacité implacable des espions du cardinal. Le courrier, un jeune homme inexpérimenté et trop confiant, fut arrêté à un point de contrôle routinier. Les agents de Richelieu, alertés par les informations du réseau, savaient quoi chercher. Ils fouillèrent le messager, trouvèrent la lettre dissimulée dans la semelle de sa botte, un pli soigné mais pas assez ingénieux. Le parchemin, une fois déroulé et lu par les yeux perçants des hommes du cardinal, révéla des allusions claires aux communications secrètes d'Anne avec l'Espagne. La Porte, dans son zèle à informer Madame de Chevreuse des périls encourus par la reine, avait été imprudent. Il y était question de lettres au-delà des Pyrénées, de nouvelles de Madrid, de l'affaire du roi d'Espagne. Pour Richelieu, c'était la preuve irréfutable qu'il lui fallait. Le scandale éclata, non pas dans un fracas public immédiat, mais dans les cercles restreints du pouvoir, comme une onde de choc silencieuse. Lorsque la nouvelle parvint à Anne, elle fut frappée d'un choc brutal. La Porte, pâle et tremblant, lui rapporta l'interception. La reine sentit le sang se glacer dans ses veines. Un cri silencieux se forma dans sa gorge, mais ne put s'échapper. C'était la fin. Tout ce qu'elle avait craint, tout ce qu'elle avait tenté de cacher, était désormais exposé au grand jour. La honte l'envahit, la honte d'être découverte, d'être démasquée, d'être jugée. La panique la saisit, une peur viscérale de l'inconnu, de la vengeance du cardinal, de la colère de Louis XIII.
Elle se sentit trahie, non par la porte, dont la loyauté était indubitable, mais par le destin lui-même, par cette fatalité qui semblait s'acharner sur elle. Ses mains tremblaient, ses genoux faiblissaient. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'image de Chalais, exécutée pour moins que cela, lui revint à l'esprit avec une clarté terrifiante. Sa réputation, déjà fragile, était en lambeaux. Sa liberté était menacée. L'air devint lourd, imprégné d'une odeur de catastrophe imminente. Le secret était éventé, et Anne savait que l'orage, longtemps contenu, allait s'abattre sur elle avec une violence inouïe. La nuit du 13 au 14 août 1637 fut gravée à jamais dans la mémoire d'Anne d'Autriche comme la « nuit secrète », une nuit d'intrusion violente et d'humiliation insupportable. Le silence du palais, habituellement si profond à cette heure tardive, fut brisé par le bruit sourd de pas lourds dans les couloirs adjacents à ses appartements. Anne, qui ne dormait que d'un sommeil léger et agité depuis des jours, se réveilla en sursaut. Son cœur se mit à battre la chamade, tambourinant dans sa poitrine. Des coups retentirent à sa porte, d'abord discrets, puis de plus en plus insistants, résonnant comme des coups de marteau sur son âme. Elle se leva, enveloppée dans une robe de chambre de soie, le corps tremblant. Avant même qu'elle n'ait pu s'approcher, la porte fut ouverte avec une brutalité qui fit frissonner les boiseries. Des hommes, vêtus de sombres uniformes, les visages fermés, envahirent sa chambre. C'étaient les agents de Richelieu, agissant sur ordre exprès de Louis XIII. Leurs yeux scrutaient la pièce avec une froide détermination. « Votre Majesté, dit l'un d'eux, sa voix rauque et sans respect, nous avons ordre de fouiller vos appartements. » Anne sentit une rage impuissante monter en elle. C'était une violation intolérable de son intimité, de sa dignité royale. Son regard lança des éclairs, mais elle savait que toute résistance serait vaine. Elle était seule, sans défense, face à la force brute du pouvoir. Les hommes se mirent à l'œuvre avec une méticulosité terrifiante. Ils ouvrirent les coffres, fouillèrent les tiroirs, retournèrent les matelas, éventrèrent les coussins, ne laissant aucun recoin inexploré. Les étoffes précieuses furent jetées à terre, les livres éparpillés, les objets personnels manipulés sans ménagement. C'était une profanation, une mise à nu forcée de son existence. Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, le comte de la Porte était interrogé. Les détails de cette confrontation ne parvinrent à Anne que plus tard, mais elle pouvait imaginer la scène. La Porte, loyale jusqu'à l'os, avait d'abord résisté, niant tout en bloc. Mais les agents de Richelieu étaient des maîtres dans l'art de l'interrogatoire sans pitié. Sous la contrainte, face aux menaces, à la perspective de la prison, de la torture, peut-être même de la mort, le valet finit par craquer. Ses aveux confirmèrent la correspondance secrète d'Anne avec l'Espagne, détaillant les noms des intermédiaires, les lieux des rendez-vous, la nature des messages. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux déchirés, Anne fut confrontée à l'évidence. Les agents avaient trouvé quelques lettres, des brouillons, des notes, des preuves irréfutables de sa trahison. On lui présenta les aveux signés de la Porte. En les lisant, Anne sentit son cœur se briser. Non pas de colère contre son fidèle valet, dont la faiblesse était excusable face à une telle pression, mais de déchirement. C'était la trahison de la confiance, non pas de la Porte envers elle, mais du système envers eux deux. La reine fut traînée devant Louis XIII et Richelieu, qui l'attendaient dans un cabinet austère, leurs visages impassibles sous la lumière blafarde du matin. Le roi, les yeux cernés, le visage marqué par une colère froide, la regarda avec une méfiance renouvelée. Richelieu, quant à lui, affichait une satisfaction à peine dissimulée, les yeux brillants d'une victoire éclatante. Anne sentit une humiliation publique la submerger. La dignité royale était bafouée, son honneur piétiné. Elle était là, une reine, accusée de haute trahison, ses secrets étalés au grand jour. Une peur panique la saisit, mêlée à une rage sourde et impuissante. Elle était violée dans son intimité, dans son âme, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Une résignation forcée s'empara d'elle. Le destin avait joué son coup le plus cruel. Le cabinet où Anne fut contrainte d'avouer ses fautes était un lieu d'une austérité glaçante, imprégné de l'odeur du bois ciré et du silence pesant des grandes décisions. Louis XIII, le visage tiré par la fatigue et la colère, trônait sur un fauteuil à dossier haut, son regard sévère fixé sur son épouse. À ses côtés, Richelieu, drapé dans sa pourpre cardin à lisse, se tenait debout, une ombre imposante, son regard perçant ne la quittant pas un instant. L'air était si lourd que chaque respiration semblait un effort. Anne, debout devant eux, se sentait minuscule, vulnérable, dépouillée de toute sa grandeur royale. La nuit de fouilles et de confrontation l'avait épuisée, mais elle puisait dans ses dernières réserves de force pour maintenir une façade d'orgueil blessé. On lui présenta les preuves, les lettres interceptées, les aveux détaillés de la Porte. Les mots de son fidèle valet, écrits sous la contrainte, résonnaient dans la pièce comme un glas funèbre. C'était l'ultime humiliation. Richelieu prit la parole, sa voix grave et méthodique, énumérant les chefs d'accusation avec une précision chirurgicale. Il parlait de trahison, de complot avec l'ennemi du royaume, de manquement à son devoir de reine de France. Chaque mot était une flèche empoisonnée, visant à briser sa volonté, à anéantir toute velléité de résistance. Louis XIII, son époux, son roi, ne la défendit pas. Son silence était plus éloquent que n'importe quel reproche. Il la regardait comme une étrangère, une coupable. Anne sentit une colère rentrée monter en elle, une fureur silencieuse face à cette injustice, à cette mise en scène cruelle. Mais elle savait que c'était futile. Elle était prise au piège, sans échappatoire. Elle se souvenait des paroles de Madame de Chevreuse, ne cédez pas. Mais comment ne pas céder face à une telle puissance, à une telle machination ? Finalement, Richelieu lui tendit un parchemin.
C'était un engagement de fidélité, un document qu'elle devait signer, promettant de ne plus jamais entretenir de correspondance sans l'autorisation expresse du roi et du cardinal. Sa plume hésita un instant au-dessus du papier, son cœur hurlant de rage. Signer, c'était capituler, c'était admettre sa défaite, c'était renoncer à sa dernière parcelle de liberté. Mais ne pas signer, c'était risquer la prison, l'exil, la destitution, peut-être même une fin plus tragique. Ses doigts tremblaient visiblement alors qu'elle prenait la plume. L'encre noire se répandit sur le parchemin, traçant son nom, Anne, avec une douleur amère. C'était l'apogée de son humiliation, la défaite la plus cinglante de sa vie. Elle était brisée, mais pas anéantie. Au fond de son être, une étincelle de résilience persistait, une promesse silencieuse de vengeance. Un jour, elle se vengerait de cette humiliation. Un jour, le cardinal paierait. Les conséquences furent immédiates et impitoyables. Le baron de Saint-Marsan fut arrêté, interrogé, puis renvoyé en Savoie, sa carrière diplomatique brisée. Le comte de la Porte fut emprisonné à la Bastille, où il passa plusieurs années, son destin scellé par sa loyauté indéfectible. D'autres confidents, moins proches mais impliqués, furent exilés ou disgraciés. Le réseau d'Anne était démantelé, ses soutiens dispersés. La surveillance autour de la reine fut drastiquement renforcée. Chaque porte de ses appartements fut placée sous la garde d'un sentinelle. Ses lettres, même les plus innocentes, étaient lues et censurées. Ses faits et gestes étaient épiés, ses conversations rapportées. Elle vivait dans un isolement quasi total, privée de ses amis, de ses confidents, de toute influence. Le triomphe de Richelieu était éclatant, son pouvoir incontesté. La cour entière tremblait sous sa férule et la reine, jadis une infante d'Espagne, était désormais une prisonnière symbolique, une ombre dans son propre royaume. Mais dans ce silence forcé, dans cette solitude imposée, Anne d'Autriche commençait à se forger. L'humiliation l'avait rendue plus prudente, plus patiente. Elle avait appris la dure leçon du pouvoir, la nécessité de la dissimulation, l'art de l'attente. Son cœur portait les cicatrices de cette nuit, mais son esprit, lui, était en éveil. Elle avait perdu une bataille, mais la guerre, elle le savait, n'était pas encore terminée. Et une reine, même brisée, pouvait encore rêver de revanche. L'automne de l'an 1637 s'étira sur Paris avec une mélancolie particulière, teintée d'une odeur de défaite pour Anne d'Autriche. Les murs de ses appartements, jadis témoins de secrets et de chuchotements, semblaient désormais vibrer d'un silence oppressant, lourd de la surveillance incessante qui s'était abattue sur elle. Chaque porte était gardée, chaque couloir menant à ses pièces était sillonné par des sentinelles dont les pas résonnaient comme des tambours funèbres dans la nuit. La lumière du jour, filtrant à travers les hautes fenêtres du Louvre, ne parvenait plus à éclairer l'ombre qui pesait sur son âme. Anne se mouvait dans cet espace confiné comme une ombre elle-même, ses gestes mesurés, ses paroles rares. L'humiliation de la nuit secrète, l'aveu forcé devant le roi et le cardinal, la signature de cet engagement de fidélité qui lui brûlait encore les doigts, tout cela avait laissé des cicatrices profondes. Elle était une reine sans royaume, une prisonnière dorée, dépouillée de son honneur et de sa liberté. Les lettres qu'elle écrivait étaient désormais lues et censurées, ses conversations épiées. Le moindre de ses faits et gestes était rapporté, analysé, interprété par les espions de Richelieu, qui semblaient être partout. Dans cet isolement quasi total, privée de ses amies Madame de Chevreuse toujours en exil, la Porte emprisonnée à la Bastille, Anne avait le sentiment d'être coupée du monde. Les rires et les confidences d'antan n'étaient plus qu'un écho lointain, une mélodie perdue dans le tumulte. L'amertume rongeait son cœur, une blessure ouverte qui ne cicatrisait pas. Elle se sentait trahie par le destin, abandonnée de tous. Chaque matin, en se levant, elle affrontait le miroir avec un regard dur, y voyant une femme brisée mais non vaincue. Car au fond d'elle, malgré la douleur et la détresse, une nouvelle détermination avait commencé à prendre racine. Cette épreuve, aussi cruelle fût-elle, la forgeait. Elle apprenait la prudence, une patience nouvelle, une capacité à dissimuler ses pensées les plus profondes derrière un visage impassible. Elle observait, écoutait, analysait, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion. Le temps, jadis son ennemi, devenait son allié. Elle savait que Richelieu était puissant, mais elle savait aussi que le temps était un maître impitoyable, capable d'user même les plus solides des rocs. Elle attendrait son heure, tapie dans l'ombre, comme une bête blessée mais non morte. Les jours se succédaient, monotones et pesants. Les broderies remplaçaient les intrigues, les prières les confidences. Anne se plongeait dans la dévotion, cherchant un réconfort dans la foi qui l'avait bercée depuis l'enfance. C'est dans cette réclusion forcée, dans cette attente silencieuse, que l'impensable se produisit. L'automne laissa place à l'hiver, l'hiver au printemps de l'année 1638. Et avec le renouveau de la nature, un murmure, d'abord timide, puis de plus en plus insistant, commença à courir à la cour. La reine, après 23 ans de mariage sans héritier, après tant de prières vaines et de désillusions, était enceinte. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un miracle que personne n'attendait. Anne elle-même eut du mal à y croire. Après tant d'années de disette, de rumeurs sur sa stérilité, sur la faiblesse de la lignée, ce signe de vie était une bénédiction inespérée. Les médecins, d'abord sceptiques, confirmèrent la nouvelle. Le ventre d'Anne s'arrondissait doucement, porteur d'un espoir nouveau, d'une promesse d'avenir pour le royaume et pour elle-même. Les courtisans, habitués aux intrigues et aux trahisons, furent saisis d'un mélange de stupéfaction et d'émerveillement. La suspicion, un instant, laissa place à la joie, ou du moins à une curiosité bienveillante. Louis XIII, d'abord incrédule, fut submergé par une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le roi, si distant, si méfiant envers son épouse,
vit dans cette grossesse le signe de la faveur divine, la réponse à ses propres prières. Anne, quant à elle, ressentait une joie immense, profonde, qui balayait un instant l'amertume et l'isolement. Ce n'était pas seulement la promesse d'un enfant, c'était la promesse de sa propre rédemption, de sa légitimité retrouvée. Elle n'était plus seulement l'étrangère, l'espagnole suspecte, mais la mère du futur roi de France, l'héritière de la lignée des Bourbons. Elle attribuait ce miracle à Notre-Dame de Grâce, dont elle avait fait un vœu secret. Elle caressait son ventre avec une tendresse infinie, sentant la vie grandir en elle, une vie qui allait changer son destin et celui de la France. Une détermination silencieuse de protéger cet enfant, son avenir, et par là même le sien, s'ancra en elle. Les mois de grossesse furent marqués par une attention renouvelée, une sorte de trêve dans la guerre sourde qui l'opposait à Richelieu. Le cardinal, bien que frustré par ce tournant inattendu qui affaiblissait sa position et renforçait celle de la reine, ne pouvait s'opposer à la volonté divine. Il observait, calculait, mais pour l'instant, il était contraint d'attendre. L'atmosphère de la cour, bien que toujours sous l'emprise de Richelieu, s'était légèrement adoucie, imprégnée d'un frémissement d'espoir et d'attente. Le 5 septembre de cette même année 1638, l'événement tant attendu se produisit. La nuit était chaude et lourde, les étoiles scintillaient dans le ciel de Saint-Germain-en-Laye, où la cour avait pris ses quartiers d'été. Dans la chambre royale, l'air était épais de la sueur, des parfums d'herbes aromatiques et des murmures des dames d'honneur. Anne, épuisée par de longues heures de souffrance, serrait les dents, son visage pâle et tendu sous la lumière vacillante des chandelles. La tension était palpable, chaque souffle de la reine était retenu par l'assemblée. Puis, enfin, un cri puissant, inattendu, qui déchira le silence et annonça la nouvelle tant espérée. Un garçon, le dauphin était né, un soupir de soulagement parcourut la pièce. Les dames s'agitèrent, les médecins s'affairèrent, et bientôt, le nouveau-né, petit et rouge, fut présenté à sa mère. Anne, les larmes coulant sur ses joues, tendit les bras. Elle le prit dans ses bras, sentant la chaleur de son petit corps contre le sien, la douceur de sa peau. C'était un moment de pure grâce, une joie immense et profonde qui effaça d'un coup toutes les douleurs passées. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les cloches de toutes les églises de Paris se mirent à sonner à toute volée, leurs carillons joyeux emplissant l'air de la capitale. La foule se pressa dans les rues, des feux de joie furent allumés, des cris de « Vive le dauphin »,« Vive le roi »,« Vive la reine » résonnèrent jusqu'à l'aube. C'était une célébration nationale, un soulagement immense pour un royaume qui avait craint pour sa succession. Pour Anne, la naissance de son fils, le futur Louis XIV, changea radicalement sa position. Elle n'était plus seulement une reine étrangère suspecte, mais la mère du futur roi de France, assurant ainsi la lignée des Bourbons. Sa légitimité était désormais incontestable, son importance primordiale. Les regards à la cour changèrent. La méfiance persistait encore chez certains, mais la vénération pour la mère du dauphin l'emportait. Richelieu, bien que toujours puissant, vit sa position légèrement affaiblie par cette joie populaire. Il ne pouvait plus l'accuser de trahison avec la même force, car elle portait désormais l'avenir de la France. Anne sentit un regain de confiance, une prise de conscience de son nouveau pouvoir. Ce petit être fragile dans ses bras était son bouclier, son arme, sa revanche silencieuse. Elle avait un rôle à jouer désormais, non plus celui d'une victime, mais celui d'une protectrice, d'une mère. Elle se promit de le protéger coûte que coûte, de lui assurer le trône, et de venger un jour toutes les humiliations subies. 4 années s'écoulèrent, marquées par la croissance du jeune dauphin et la prudence de sa mère. Anne, désormais plus forte et plus patiente, observait la cour, apprenant les rouages du pouvoir, préparant son avenir. Puis, à l'automne de l'année 1642, un nouveau souffle, celui de la mort, commença à balayer le palais. Le cardinal de Richelieu, dont la santé déclinait depuis plusieurs mois, fut rattrapé par la maladie. L'atmosphère à la cour était électrique, mêlée d'un silence tendu et d'une attente fiévreuse. Les courtisans se pressaient autour des appartements du cardinal, cherchant la moindre information, le moindre signe. Certains priaient pour sa guérison, d'autres, en secret, espéraient sa chute. Anne, dans ses propres appartements, observait ce spectacle avec une intensité particulière. Elle ne priait ni pour sa guérison, ni pour sa mort, mais elle attendait. Elle attendait le moment où son grand ennemi, l'homme qui l'avait tourmenté pendant des décennies, disparaîtrait enfin. Le 4 décembre 1642, la nouvelle tant attendue, tant redoutée par certains, tant espérée par d'autres, se répandit, le cardinal de Richelieu était mort. Un soupir de soulagement généralisé parcourut le royaume. Le tyran était tombé. Pour Anne, ce fut une libération inouïe, un poids immense qui s'envolait de ses épaules. Elle se retira dans la solitude de son oratoire, non pas pour prier pour l'âme du défunt, mais pour savourer en silence cette victoire, cette revanche que le destin lui offrait enfin. Elle n'exprima aucune joie ostensible, aucune exultation. La prudence acquise au fil des années l'avait rendue maîtresse de ses émotions. Mais au fond d'elle, une satisfaction contenue brûlait comme un feu doux. La disparition de Richelieu libérait un espace, ouvrait la voie à de nouvelles possibilités politiques. Anne, discrètement d'abord, commença à réaffirmer son influence. Elle recevait des visiteurs, écoutait les doléances, tissait de nouveaux liens, préparant son avenir avec une détermination nouvelle. Le changement de garde était palpable, et Anne, l'ancienne reine humiliée, sentait le vent tourner en sa faveur. À peine quelques mois plus tard, le coup de grâce final fut porté. Louis XIII, miné par la maladie et les fatigues de la guerre, s'éteignit à son tour, le 14 mai 1643, à Saint-Germain-en-Laye.
Le roi, qui avait toujours été un homme complexe, pieux mais souvent malade, dominé par son ministre et profondément méfiant envers sa femme, rendit son dernier souffle dans une atmosphère de tristesse solennelle. Anne, qui se tenait à son chevet, ressentit une émotion complexe. Il y avait la tristesse du deuil, la fin d'une union malheureuse mais longue. Mais il y avait aussi une conscience aiguë de ce que cette mort signifiait pour elle. Son époux, celui qui l'avait tenue captive pendant tant d'années, était parti. Le chemin était désormais libre. Louis XIII, dans ses dernières volontés testamentaires, avait tenté de limiter les pouvoirs de la future régente, craignant l'influence espagnole de son épouse et la laissant entourer d'un conseil de régence. Mais Anne, forte de sa nouvelle légitimité en tant que mère du jeune Louis XIV, alors âgé de 5 ans, ne l'entendait pas de cette oreille. Le matin suivant la mort du roi, elle agit avec une détermination inébranlable et une audace politique qui stupéfièrent la cour. Elle convoqua le Parlement de Paris, l'assemblée la plus haute du royaume après le roi. Dans une scène mémorable, elle s'y présenta, vêtue de noir, le visage grave mais déterminé. D'une voix claire et assurée, elle dénonça les clauses du testament de Louis XIII, arguant qu'elles étaient contraires aux lois fondamentales du royaume et à l'usage. Elle exigea la régence unique, sans partage, pour son fils. L'atmosphère dans la grande salle du Parlement était tendue, électrique. Les conseillers, habitués à la prudence et à l'obéissance, furent pris de court par l'audace de la reine. Mais la force de son argumentation, la légitimité de sa position en tant que mère du roi mineur, et l'appui de certains grands du royaume qui voyaient là une opportunité de s'affranchir des restrictions passées, firent pencher la balance. Le Parlement, après un bref débat, cassa le testament du roi et proclama Anne d'Autriche régente unique du royaume de France. Ce fut l'apogée de sa revanche politique. La femme humiliée, soupçonnée de trahison, reléguée à l'ombre de son époux et de son ministre, était désormais au pouvoir. Elle était la souveraine, la protectrice de son fils, l'architecte du destin de la France. Une satisfaction profonde l'envahit, le sentiment d'une revanche longuement attendue, d'un devoir enfin accompli. Elle avait prouvé sa valeur, elle avait survécu, elle avait triomphé. Le silence qui avait suivi son aveu forcé était brisé par le fracas de sa victoire. Le règne d'Anne d'Autriche en tant que régente, avec le cardinal Mazarin comme principal ministre, fut une période tumultueuse mais finalement glorieuse pour la France. La reine, jadis jugée naïve et imprudente, se révéla une femme d'État avisée, dotée d'une force de caractère insoupçonnée. Elle avait choisi Mazarin, un protégé de Richelieu, mais un homme dont la souplesse et l'intelligence diplomatique convenaient mieux à son propre tempérament. Leur collaboration, bien que parfois complexe et sujette aux rumeurs, fut d'une efficacité redoutable. La première grande épreuve fut la Fronde, une série de révoltes qui secouèrent le royaume entre 1648 et 1653. Anne, confrontée à l'insurrection de la noblesse et du Parlement, montra une résilience et une détermination extraordinaires. Elle dut fuir Paris avec son jeune fils, Louis XIV, affrontant le froid et l'incertitude. Elle se souvint des nuits passées dans des châteaux isolés, le cœur serré par la peur pour son enfant, mais son esprit jamais ne fléchit. Elle tint bon, s'appuyant sur Mazarin, manœuvrant avec habileté, négociant, réprimant, jusqu'à ce que l'ordre soit restauré. Ce fut une période de chaos, mais aussi de consolidation pour le pouvoir royal, car Anne et Mazarin réussirent à écraser les dernières velléités d'indépendance féodale. Sa politique étrangère fut tout aussi remarquable. Poursuivant la lutte contre les Habsbourg, mais avec une approche plus nuancée, elle permit à la France de sortir victorieuse de la guerre de 30 ans avec les traités de Westphalie en 1648, puis de la guerre franco-espagnole avec la paix des Pyrénées en 1659. Ce dernier traité, symbolique de la fin de l'hégémonie espagnole, fut scellé par le mariage de son fils, Louis XIV, avec Marie-Thérèse d'Autriche, sa propre nièce espagnole. C'était un dénouement poignant, un cercle qui se refermait. La reine espagnole, jadis accusée de trahison pour ses liens avec sa patrie, voyait désormais son fils épouser une infante d'Espagne, unissant les deux lignées dans une alliance nouvelle. Anne avait œuvré pour cette union, voyant là non pas une faiblesse, mais une paix durable, un héritage pour l'Europe. Elle éduqua son fils, le futur roi Soleil, avec un mélange de tendresse et de fermeté, lui inculquant le sens de la grandeur royale et du devoir. Elle lui transmit sa propre résilience, sa foi profonde, et une certaine méfiance envers les hommes. Louis XIV, sous sa tutelle et celle de Mazarin, devint le monarque absolu qui allait marquer son siècle. Anne d'Autriche mourut le 20 janvier 1666, à l'âge de 64 ans. Elle s'éteignit dans son lit, entourée de son fils, de sa belle-fille et de la cour. Le palais était silencieux, imprégné d'une atmosphère de respect et de tristesse. Elle avait vécu une vie de lutte, de défaite et de triomphe. Elle avait été une infante exilée, une reine soupçonnée, une prisonnière symbolique, puis une régente puissante. Elle avait surmonté toutes les épreuves, vu son grand ennemi mourir, son mari disparaître, et son fils devenir le plus grand monarque d'Europe. Dans ces derniers instants, elle dut se remémorer le chemin parcouru. La petite fille de Valladolid, la jeune mariée effrayée, la reine humiliée à Amiens, la mère du dauphin, la régente victorieuse. Elle avait rempli son destin, et bien au-delà. Son héritage était immense. La consolidation de la monarchie française, la paix avec l'Espagne, et un fils qui allait régner en maître absolu. Elle avait laissé une empreinte durable sur l'histoire de France, une reine espagnole devenue une icône française, une femme de fer dissimulée sous les voiles de la piété et de la patience. Un sentiment d'accomplissement et de sérénité l'envahit alors qu'elle fermait les yeux, le silence de la nuit emportant son dernier souffle, achevant une vie extraordinaire.